Bonsoir. Il y a eu 8 morts cet après-midi dans la province de Taza dans un accident de la circulation. Il y a aussi 42 blessés à divers degrés. Un autocar s'est renversé au niveau de la commune Bamarzouqa. Autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile sont intervenus pour le transfert des blessés à l'hôpital provincial Ibn Baja. 3 des victimes sont décédées après leur arrivée. Nous ne connaissons pas les causes de l'accident. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent. Le monde célébrait aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème des organisations communautaires, l'occasion de mettre en évidence le rôle de la société civile et d'insister sur le besoin d'un partenariat avec les gouvernements. Au Maroc, justement, ministère de tutelle et ONG s'unissent pour organiser la campagne nationale de dépistage. Elle a démarré lundi dernier et elle cible la réalisation de 260 000 tests VIH. Selon les Nations Unies, l'un des principaux obstacles au dépistage est la stigmatisation et la discrimination. Plus de détails dans ce reportage de Jihan Doublali et Mouloudine Din. Le récit est d'Oussama Al-Bakrali. Cette jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, a découvert qu'elle portait le virus d'immunodéficience humaine il y a près de 13 ans, suite à un accouchement. Une nouvelle qui a ébranlé la santé psychique de la jeune maman, qui, comme 70% des femmes porteuses du sida, a été infectée par son mari. Dès son 8e mois, ma fille a commencé à tomber malade. Elle n'arrêtait pas de vomir. Quand on lui a fait des analyses, on m'a demandé d'en faire aussi. Le plus dur au début a été le comportement des gens. Maintenant, je me suis habitué. C'est un œdème qui m'a alerté. Quand j'ai eu le résultat de mes analyses, j'ai découvert que j'étais séropositif. C'était il y a plus de 6 mois. Aujourd'hui, le jeune homme est venu rencontrer son accompagnatrice médico-sociale pour une séance de soutien psychologique. Quand une personne découvre qu'elle est séropositive, son moral en prend naturellement un coup. Quand on accepte l'infection, elle devient plus facile à combattre. Au siège de l'organisation panafricaine de lutte contre le sida à Rabat, ces jeunes organisent régulièrement des sessions de prévention et de sensibilisation du VIH. Objectif, changer le regard de la société. Nous sensibilisons les jeunes sur l'éducation sexuelle et sur les maladies sexuellement transmissibles qui sont méconnues. Ce que je fais à l'OPA, c'est transmettre les informations à la population migrante et pour amener des pères à faire des tests ici au centre de traitement ambulatoire. Au moment où le Maroc réalise des avancées notables au niveau de la prévention, du dépistage et du traitement, les discriminations des personnes séropositives persistent. Une stigmatisation qui n'est dans rien des personnes déjà affaiblies. Et tant qu'il n'y a pas de vaccin, sensibiliser reste l'unique moyen de combattre le sida. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes qui ont été à l'origine de la réduction de la prévalence du virus. Au Maroc, près de la moitié de ceux qui l'ont contracté sont âgés de 15 à 34 ans. Youssef Wichou est allé à la rencontre des lycéens de l'Ayoun qui ont attentivement suivi la conférence animée par l'association de lutte contre le sida. Un reportage commenté par Salima Benabou. Un terreau surprise ce matin pour la trentaine d'élèves membres du club de santé de leur collège. Qu'est-ce que le sida, le VIH, comment le contracter, puis-je le transmettre? Beaucoup de questions et d'approximations dans les réponses. Ils écoutent attentivement Salah de la LCS et ressortent de l'atelier déjà plus informés. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cet atelier initié par l'association. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment les causes du sida, les modes de transmission et de protection du VIH. Nous allons transmettre toutes ces informations à nos camarades. C'est la particularité de cette campagne. À leur tour, les membres du club de santé de l'établissement sensibilisent leurs camarades, notamment les plus petits. Je n'avais que très peu d'informations sur cette infection. Je connaissais à peine sa dangerosité, ils m'ont expliqué et je suis déjà plus informée. Je souhaite transmettre le message à mon tour, à mes camarades. Une manière pour la LCS d'informer le plus grand nombre et de manière interactive. L'objectif est de transmettre l'information, que les jeunes soient informés par des jeunes sur cette infection. C'est la tranche d'âge la plus concernée
par ce virus. En effet, 34% des porteurs du virus ont entre 15 et 29 ans, d'où l'intérêt de ces ateliers de sensibilisation par les jeunes et pour les jeunes pour informer, prévenir, libérer la parole et dans le même temps tordre le cou aux clichés. Le mariage des mineurs constitue une violence à l'égard des femmes selon les Nations Unies. C'est l'un des thèmes que nous abordons ce soir dans le cadre de notre série de reportages relatifs à la campagne mondiale de lutte contre la violence genre. Selon le ministère de la Justice, le taux de mariage précoce a pratiquement doublé depuis l'entrée en vigueur du Code de la famille il y a maintenant 15 ans. Environ 18 000 mariages en 2004, 30 000 en 2016, plus de 33 000 l'an dernier. Des chiffres qui ne prennent pas en compte les mariages coutumiers. Plus de détails dans ce reportage de Mariam Amlal et Hassan Souni. Le récit est d'Amina Ben Khalq. Ces terribles photos datent d'il y a 2 ans. Sheima n'avait alors que 16 ans. Pourtant, elle était déjà victime de violences conjugales. Cicatrices et hématomes ont disparu depuis, mais les séquelles psychologiques sont toujours là. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle reparle de ce traumatisme. On m'a forcé à épouser un homme alors que j'étais toujours mineure. Cet homme, mais également les membres de sa famille, me frappaient, m'agressaient et m'insultaient régulièrement. J'ai décidé de porter plainte et j'espère que justice sera faite. Comme Sheima, des dizaines de milliers d'enfants ont vécu ce calvaire. Selon des chiffres récents du Conseil économique, social et environnemental, 85% des demandes de mariage d'enfants se sont soldées par une autorisation entre 2011 et 2018. Comment expliquer ce chiffre ? Pour beaucoup, il s'agit d'une mauvaise interprétation des articles 20 et 21 du Code de la famille qui affirment que le mariage du mineur n'est subordonné qu'à l'approbation de son représentant légal, sans toutefois préciser d'âge minimum. Les juges autorisent malheureusement ces mariages en s'appuyant sur ces articles qui, selon eux, vont dans le sens de leur décision. L'entrée en vigueur de la Moudawana en 2004, qui a mis cette décision entre les mains des juges, n'a pas permis de changer cette situation-là en particulier. Pourtant, ces mariages contredisent aussi l'esprit de la Constitution de 2011 qui insiste sur le respect des accords et des traités internationaux. Toujours selon le Conseil économique, social et environnemental, 32 104 demandes de mariage d'enfants ont été déposées en 2018 contre 30 312 en 2006. Sans surprise, ces chiffres alarmants concernent 94% de filles. Toujours au Maroc, dans le cadre de la révision annuelle normale des listes électorales générales au titre de l'année 2020, ce communiqué publié aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur qui indique que le délai pour présenter les demandes d'inscription ou de transfert d'inscription prendra fin le 31 décembre 2019. Les citoyens non inscrits doivent être âgés d'au moins 18 ans ou atteindre cet âge le 31 mars 2020. Les demandes d'inscription peuvent être déposées directement auprès des bureaux administratifs compétents ou via le site électronique www.listeselectorales.ma. Les électeurs qui ont changé leur lieu de résidence doivent présenter les demandes de transfert d'inscription à la commune ou arrondissement où ils ont élu domicile. À l'étranger, à présent, cet accident d'un bus de transport touristique en Tunisie. Il y a au moins 24 morts, tous de jeunes adultes de nationalité tunisienne, auxquels s'ajoutent 18 blessés. Le véhicule a chuté dans un ravin dans la région montagneuse de Ain Snoussi, non loin de la frontière avec l'Algérie. Il se dirigeait à Ain Drahem, en provenance de Tunis. 43 passagers se trouvaient à bord. Le ministre du Tourisme a présenté ses condoléances aux familles des victimes. En Irak, la démission du gouvernement n'est qu'une première étape. C'est ce que scandaient aujourd'hui les manifestants à Bagdad et dans les villes du Sud. Le Parlement a accepté la démission du gouvernement de Adil Abdelmahdi et a annoncé demander prochainement au président Barham Saleh de nommer un nouveau Premier ministre. Après 2 mois de contestation qui ont fait plus de 420 morts, les manifestations se sont transformées en procession funéraire. Tout le pays semble être en deuil. Mamadou Dié. C'est un jour de recueillement ce dimanche, ici à la place Tahrir, à la mémoire des victimes des affrontements avec les forces de sécurité.
La démission du Premier ministre et de son gouvernement approuvée aujourd'hui par le Parlement constitue une première victoire pour les manifestants. Toutefois, elle est en apparence loin d'être suffisante. Les politiques, vous en prenez 1, 2, 10 ou 15, ils sont tous du même parti et on ne veut pas de ça. Tout se sent versé pour eux ou pour le pays, qu'ils restent en place 1 an ou 2, peu importe, on les rejette complètement, y compris leur parti. Nos demandes étaient très simples. Nous voulions des changements et des réformes, mais maintenant nous avons découvert leur vrai visage et nous ne voulons plus de tout ça. Nous voulons changer toute la Constitution. Le bilan des victimes de ces manifestations fortement réprimées ne cesse d'augmenter. Au moins 20 personnes ont été tuées ce jeudi, portant à plus de 400 le nombre de victimes depuis le début des contestations il y a 2 mois. Une répression sanglante qui a suscité la réaction de la plus haute autorité de l'Église catholique. C'est avec douleur que j'ai appris les manifestations de protestation de ces derniers jours qui ont suscité une réaction brutale, faisant des dizaines de victimes. Je prie pour les morts et les blessés. Je suis proche de leurs familles et du peuple irakien, invoquant la paix et l'harmonie de Dieu. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie politique irakienne. Le Parlement doit désormais trouver un consensus pour un nouveau Premier ministre, une cause loin d'être acquise vu le caractère éclectique de l'institution parlementaire. Au Royaume-Uni, Boris Johnson accusé d'utiliser l'attentat de Londres à des fins politiques. Le Premier ministre s'est engagé à instaurer des peines planchées et à abolir les libérations anticipées pour les personnes condamnées pour terrorisme. L'attaque au couteau survenue vendredi a été perpétrée par un condamné pour infraction terroriste en liberté conditionnelle. Boris Johnson, en pleine campagne pour sa réélection aux élections anticipées du 12 décembre, a publié une tribune dans un tabloïd et dans laquelle il accuse les travaillistes dans l'opposition d'être à l'origine de la loi qui a permis la libération anticipée de l'assaillant. Ousmane Khan, 28 ans, a lancé son attaque à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers à laquelle il participait. Nous parlons d'une urgence mondiale à présent, le climat. Les signataires de l'accord de Paris se retrouvent à partir de demain dans la capitale espagnole, Madrid, pour la COP25. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement et près de 25 000 participants sont attendus. Le moment d'agir, c'est le thème retenu pour cette 25e réunion annuelle de l'ONU sur le climat. Si les catastrophes climatiques sont de plus en plus visibles et les appels à l'action de plus en plus bruyants, les observateurs craignent que ce rendez-vous ne soit pas à la hauteur de l'urgence. Plus de détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Rita Saha et Amin Haddou. Depuis plusieurs jours, la feria de Madrid s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir la COP25. À l'intérieur, les premiers arrivants récupèrent leurs accréditations. Plus de 25 000 participants venus des 4 coins du monde sont attendus à cet événement. Certaines délégations ont d'ores et déjà pris leur quartier dans les différents pavillons du parc des expositions. Des militants de l'environnement qui espèrent voir un grand changement à l'issue de cette COP. Ces conférences sur le climat, organisées par les Nations Unies, ont pour objectif de donner une priorité à l'environnement. Parce qu'au final, nous vivons tous dans un monde et un environnement que nous devons protéger. Nous attendons que les sujets en attente soient enfin conclus et qu'il n'y ait pas besoin de se réunir encore une fois pour discuter des mêmes questions. En Asie, nous avons pu constater que le niveau de la mer avait augmenté. C'est très important parce que nous avons beaucoup d'îles et elles risquent de disparaître si nous ne faisons rien pour prévenir les changements climatiques. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement sont également attendus à Madrid lors de cette COP organisée par le Chili, accueillie par l'Espagne pour cause de crise sociale dans ce pays d'Amérique latine. L'événement baptisé COP Bleu mettra en exergue le rôle des océans dans la lutte contre les changements climatiques, un sujet qui préoccupe de plus en plus les populations du monde, à l'instar des habitants et visiteurs de Madrid.
Je suis du Pérou en Amérique du Sud. Je pense que l'on doit prendre conscience des changements climatiques auxquels nous faisons face et leurs conséquences. Nous devons protéger la planète, surtout pour le futur des enfants du monde. Aujourd'hui, les effets des changements climatiques sont flagrants. Nous ne sommes pas conscients du temps qu'il reste à notre planète. Elle n'est pas éternelle. Nous sommes en train de la détruire. Nous sommes très en retard sur cette question du climat qui a eu des impacts négatifs, notamment en Amazonie. Demain, cet événement en Europe va démarrer. Nous avons de la chance qu'il se déroule en Espagne, mais nous sommes très en retard. Loin du soleil et de la chaleur de Santiago de Chile, c'est sous la pluie et le froid de Madrid que cette COP25 va donc se dérouler. Demain, l'un des pavillons de cette feria, le parc des expositions de la ville, sera placé sous drapeau onusien et deviendra donc un territoire des Nations Unies pendant 2 semaines, ce qui marquera l'ouverture officielle de cette COP25 ici, à Madrid. Climat toujours, retour au Maroc, des pluies localement fortes, parfois orageuses, et des chutes de neige. C'est ce que prévoit la direction de la météorologie nationale à partir de demain et jusqu'à mercredi. Dans le détail, des pluies de niveau orange sont prévues lundi à Kenitra, Salé, Rabat, Srerat Mara, Ben Slimane et Mohamedia. Elles se poursuivront le lendemain mardi à Fars Hanjra, Madiq Fnidiq, Tétouan, Oujda-Ngad et le surlendemain mercredi à Al-Husseima, Driouch et Nador. Des chutes de neige de niveau orange sont aussi prévues lundi et mardi à Al-Haouz, Azilal, Bnimlal, Midelt, Ifran, Boulman, Sfro, Khnifra, Taza, Gersif et enfin Tinrir. Nous parlons encore du climat. Le mercure ne dépasse pas les 3 degrés la nuit à Azilal et au douar Aïtemlil, situé à près de 2000 mètres d'altitude. Les nuits sont encore plus fraîches. Les habitants ont bénéficié d'une action humanitaire organisée par le club des jeunes leaders marocains de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Mohamedia. Au programme, distribution de vêtements chauds et de denrées alimentaires à une quarantaine de familles. Les enfants du douar ont aussi bénéficié d'activités ludiques et de sessions de sensibilisation. Les détails dans ce reportage de Izza Sharqi et Mohamed Chima. Nous sommes à Douar Aïtemlil, à 60 km de Demnet. C'est ici qu'une cinquantaine de jeunes étudiants venus de Mohamedia ont décidé de mener une mission humanitaire au profit des habitants de cette localité. Une première action a ciblé les élèves de l'école primaire à travers différentes animations et activités artistiques. Cette caravane a pour objectif la distribution de paniers humanitaires au profit des habitants de ce douar, la restauration de l'école primaire en plus de l'organisation d'activités et d'ateliers à caractère culturel et humanitaire afin de sensibiliser les élèves. Pour cette 3e campagne, les futurs ingénieurs ont distribué à plus de 40 familles plusieurs paniers contenant denrées alimentaires et vêtements chauds, éléments indispensables dans cette région où les hivers sont souvent rudes. 39 familles ont bénéficié l'année dernière de cette action. Cette année, ce sont 42 familles qui sont ciblées. Les gens ont accueilli cette caravane à bras ouverts et sont tous très contents. Ces habitants profitent réellement de cette action qui les aide à faire face à des conditions de vie précaires, notamment en période de grand froid. Afin de faire face aux problèmes de pérennité d'eau que connaît le douar, le groupe de jeunes altruistes a lancé un projet pour la construction d'un château qui distribuera, via 3 canaux, de l'eau potable à près de 40 maisons. Nous ouvrons une page culturelle consacrée au Festival international du film de Marrakech. L'ouverture de la 18e édition, c'était hier soir. À cette occasion, Son Altesse Royale, la princesse Lal Hasna, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Palais des Congrès. À son arrivée, elle a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs. Son Altesse a notamment été saluée par les membres de l'équipe du festival avant de se rendre au salon d'honneur où il a été procédé à la présentation du jury des stars étrangères ainsi que des partenaires étrangers et nationaux du festival. Et l'un des temps forts de ce festival, c'est la section Conversation with, des discussions intimistes et à bâton rompu entre les stars et le public et qui sont accessibles à tous. C'est l'actrice française Marion Cotillard qui a ouvert le bal. Samia Harissi et Hicham Bahlawan s'y sont rendus et vous allez l'entendre, l'interprète de La Môme s'est dit ravi de rencontrer ses nombreux admirateurs. Voyez le reportage.
Entrée à la fois timide et flamboyante de Marion Cotillard, l'interprète de la môme ne parle généralement pas très facilement de sa vie et de sa carrière. Mais la plus internationale des actrices françaises entame pourtant sa conversation avec sur un ton très détendu et intimiste. Le talent de Marion Cotillard s'appuie sur ses recherches psychologiques des personnages qu'elle incarne. Je vais avoir droit à la coupe au bol avant de passer sur la bascule. Je dois dire que l'idée de ressembler à Jeanne d'Arc quand je vais retrouver mon ange. C'est un exercice que j'aime beaucoup, de pouvoir parler de ce métier, de pouvoir parler de la manière dont on explore un peu l'humain. C'est quelque chose que j'avais pas envie de trop préparer, en commun accord avec Jean-Pierre Lavoignat, de se dire que, enfin voilà, j'avais pas forcément envie de lire les questions et pour garder une fraîcheur, une spontanéité quelque part, et quelque chose de vivant dans la discussion. Révélée en 1990 avec la saga Taxi, elle enchaîne très rapidement les succès. César de la meilleure actrice pour un second rôle dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Elle atteint la consécration internationale avec La Môme en 2008 qui lui vaut un César, un Golden Globe, un BAFTA et un Oscar. De Rouillé d'os, The Immigrants, la liste de sa filmographie est longue, aussi longue que celle de ses admirateurs venus en force pour l'écouter. Une liberté merveilleuse. C'est une excellente actrice, elle est admirable, elle a incarné Edith Piaf, elle mérite d'être considérée comme une star. Je suis comédienne, donc du coup c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres comédiens, surtout des grands comédiens comme ça. Et puis on en apprend un petit peu d'eux, de leur expérience, donc je suis là surtout pour écouter. Après Marion Cotillard, les festivaliers ont rendez-vous avec d'autres illustres comédiens et réalisateurs tels que Robert Redford, le Palestinien Elie Suleiman, Rochdi Zem, Harvey Keitel ou encore l'Iranienne Golshifteh Farahani. Une occasion unique pour parler de cinéma dans la langue universelle de ceux qui le créent. Et pour ce 18e opus de la grand-messe du cinéma, 14 longs métrages sont en lice pour remporter l'Étoile d'Or. Le public a particulièrement apprécié le film sénégalais Le père de Nafi de Mamadou Dia. C'est ce qu'ont constaté Samia Halissi et Hicham Bahlawan. Une fresque humaniste sur les valeurs de la famille sur fond de menaces terroristes. Le père de Nafi était projeté ce matin à la salle des ministres du Palais des Congrès de la Cité Ocre. Reportage. Dans un village paisible du nord du Sénégal, deux frères s'affrontent à propos du mariage de leurs enfants. En marge de cette union se profile une menace extrémiste qui crée le chaos. Nafi's Father, le père de Nafi, c'est d'abord pour son réalisateur Mamadou Dia un équilibre entre amour et famille. Le message, c'était de dire que d'habitude, on ignore les signes avant-coureurs des problèmes comme le terrorisme, des problèmes comme liés à la politique. Tcherno, le personnage principal, il voit ces signes à travers sa communauté et il les ignore. Et c'est montrer que l'amour familial, le destin familial, la cellule familiale, quand elle prend un coup, tout le monde en prend un coup. Un film remarquable par la beauté de ses images et dont le rythme monte crescendo pour laisser place à une tragédie humaine. Pour le public, l'émotion est très dure à exprimer. Dans la foule, Atiq Rahimi, membre du jury, ne se prononce pas. Secret professionnel oblige. À présent, jusqu'au dernier moment, tous les films sont bons, sont magnifiques de toute manière. Il est vraiment très émouvant. C'est un film qui parle de l'islam d'une manière générale, avec tous les problèmes qu'ont vécu les pays africains. Un film extrêmement intéressant, très coloré, et c'est vraiment l'image d'une Afrique qu'on ne connaît pas. Nafi's Father met en scène la loi implacable de la vie. Quand le danger menace, la cellule familiale est la première à se disloquer. Un conte moral au message universel, admirablement délivré. Votre journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. Ce terrible accident de la circulation survenu aujourd'hui. Il y a eu 8 morts et 42 blessés à divers degrés cet après-midi dans la province de Taza. Un autocar s'est renversé au niveau de la commune Bab Marzouqa. Autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile sont intervenus pour le transfert des blessés à l'hôpital provincial Ibn Baja. 3 victimes sont décédées après leur arrivée. Nous ne connaissons pas les causes de l'accident. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent.
C'est la fin de cette édition. C'était un plaisir de vous accompagner. L'information reprend à 21h15 sur 2M avec le journal en langue arabe Al-Masaïa présenté par Hicham Ralfaoui. Demain, vous retrouvez Mehdi Soufiane pour Info Soir. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon début de semaine.